Mon passé est marqué par le deuil parents, frères, fils. Ma vie est remplie de tristes souvenirs. Je regarde derrière moi et je vois le visage de mes proches et je le vois, lui. Sa mort nous a privés d'un grand champion que j'aimais énormément, Enzo Ferrari. Ces mots sont ceux utilisés par Enzo Ferrari pour décrire Gilles Villeneuve peu après l'annonce de son décès. Salut tout le monde, c'est Tétéro et comme demandé en commentaire sous ma vidéo sur Andrea de Césaris, voici une vidéo qui explique l'histoire de Gilles Villeneuve. Avant de devenir le grand pilote que l'on connaît actuellement, Gilles Villeneuve, c'est l'enfant de Séville Villeneuve, du coup, et de Georgette Coupal. Gilles Villeneuve est né le 18 janvier 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu dans la province du Québec. Il a également un frère, Jacques-Joseph Villeneuve. Et c'est ainsi que cette petite famille commence sa vie tranquillement à Berthierville, au Québec, sans grands éclats. Il passe une enfance tout à fait normale. Alors Gilles Villeneuve aime le sport automobile mais ne le pratique pas faute d'argent. Il va donc faire ses classes scolaires et va rencontrer durant ses études sa future femme, Joanne, et nos deux tourtereaux décideront de s'unir en 1970 et verront la naissance de Jacques Villeneuve en 1971. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la carrière sportive automobile de Gilles Villeneuve, et justement, il va la commencer en 1971 à 21 ans. Il s'inscrit à des courses de dragster avec sa Ford Mustang personnelle. Mais faute de moyens, il y renonce. Mais ce n'est pas la fin de sa carrière, car Gilles Villeneuve a un objectif en tête, la motoneige. Alors, faut savoir qu'au Canada, il y a de la neige, donc la motoneige, ça semble pas une idée complètement stupide. Pour notre Canadien, la motoneige n'a que des points positifs. Dans un premier temps, l'activité est peu chère comparée à d'autres sports mécaniques. Et il faut savoir que quand tu gagnes en motoneige, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc en 1972, il s'inscrit officiellement en compétition de motoneige avec l'équipe Motoski. L'année suivante, en 1973, Gilles est classé meilleur recrue et se permet même d'obtenir le titre du Québec. Pour Gilles, 1974 est l'année du sacre. Il est sacré champion du monde de motoneige. C'est un petit rien, mais comme je vous l'ai dit précédemment, quand tu gagnes en motoneige, tu gagnes beaucoup. Alors il ne devient pas multimillionnaire, mais il a assez d'argent pour revenir sur sa passion initiale, la course sur bitume. Il utilise son argent pour se payer l'école de pilotage de Jim Russell au circuit de Mont-Tremblant. Avec sa licence en poche, il se dit qu'il va participer au championnat de Formule Atlantique nord-américain. Donc il participe à la saison 1974 et c'est un flop monumental. Sa situation financière est très critique et il a une famille à nourrir. Il continue à y croire et en 1975, les succès arrivent au compte-gouttes. Et 1976 est l'année de la révélation, tout simplement parce qu'il a remporté 9 courses sur 10. Alors nous, on va se pencher sur le Grand Prix qui a changé sa vie, le Grand Prix de Trois-Rivières 1976. Alan Jones et James Hunt, deux futurs champions du monde de Formule 1, participent à la course. Pour Gilles, c'est son terrain de jeu. Il joue à domicile et il est hors de question de se faire voler la victoire par deux pilotes de Formule 1. Lors des essais libres, il se rend compte que sa voiture survire énormément, alors il décide d'adapter son pilotage en conséquence en jetant sa voiture dans les virages. Alors il signe la pole position mais rien n'est fait et le 5 septembre 1976, Gilles Villeneuve va nous pondre une de ses meilleures performances all-time. Le départ est donné, Gilles Villeneuve remporte la course. Point, je ne fais pas durer le suspense, mais il ne remporte pas la course. Il donne une leçon de pilotage à James Hunt et Alan Jones. Gilles Villeneuve a mis 10 secondes à Alan Jones et 15 secondes à James Hunt qui deviendra la même année champion du monde de Formule 1. Alors à son retour en Europe, James Hunt parle à ses patrons d'un Canadien qui a l'air excellent. McLaren s'avance et propose à Gilles Villeneuve un contrat de quelques courses. Gilles Villeneuve accepte et participera à sa première course de Formule 1 en 1977. La première course de Formule 1 de Gilles Villeneuve est le Grand Prix de Grande-Bretagne 1977. Il part à la P9 et finit à la P11. Alors durant la course, il a fait énormément de choses, mais un problème mécanique va le retarder au stand et il finira à une anonyme 11e place. Alors la presse britannique couvre la performance du Canadien de façon élogieuse. On notera le commentaire de John Blunson dans le Times: quiconque cherche un futur champion du monde ne doit pas chercher plus loin que ce jeune homme tranquillement assuré. Il avait à la fois raison et tort. Cependant, dans le paddock, il y a un homme à qui la performance du Canadien n'a pas échappé. Alors certes, durant la course, Gilles a eu des problèmes mécaniques, mais le sens du pilotage de Gilles Villeneuve a tiqué dans l'œil d'Enzo Ferrari. L'Italien propose à Gilles de venir faire des tests à Fiorano pour l'engager en tant que troisième pilote. Cependant, des désaccords sportifs et financiers mettront fin à la relation entre Niki Lauda et la Scuderia Ferrari avant la fin de la saison 1977. Gilles Villeneuve en profitera pour devenir le deuxième pilote Ferrari et terminera la saison sans grands éclats. Il démarre donc la saison 1978 en tant que pilote officiel chez Ferrari. En Italie, on le voit comme un prodige, mais les médias italiens lui mettent une pression
folle. En effet, au début de la saison 1978, le bilan est assez mitigé. C'est un bon pilote, mais sans plus quoi. Mais Enzo Ferrari décide de le prolonger chez Ferrari. Mais Gilles va créer l'exploit lors de la dernière course de la saison. Pour la première fois de l'histoire, la Formule 1 se rend sur le nouveau tracé de Montréal. La pole position est signée par le français Jean-Pierre Jarier et Gilles Villeneuve se classe à la P3. Gilles remonte peu à peu dans le classement et vient passer en tête au 49e tour. Le français Jean-Pierre Jarier abandonne au 49e tour sur fuite d'huile. Et c'est ainsi que Gilles Villeneuve remporte sa première course en Formule 1 sur le nouveau circuit de Montréal au Canada en devenant le premier Canadien à remporter une course. Elle est pas belle l'histoire? L'année se termine et pour 1979, Ferrari décide de remplacer le coéquipier de Gilles Villeneuve par le Sud-Africain Jody Scheckter. Ligier entame un très bon début de saison et commence à distancer Ferrari au championnat. Mais les Rouges décident d'une remontada de l'espace. Tout d'abord par l'intermédiaire de Gilles Villeneuve qui a dû prendre un malin plaisir à les gagner en Afrique du Sud, puis aux États-Unis. Par la suite, Gilles subira la domination de Scheckter et perdra le championnat. Il se contentera du titre honorifique de vice-champion du monde. Cependant, pour ceux qui s'y connaissent et ceux qui s'y connaissent un peu moins, on va parler du Grand Prix de France de cette même année. Renault obtient une victoire historique à Dijon par l'intermédiaire de Jean-Pierre Jabouille et de leur moteur turbo. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la place pour la P2. Durant les 4 derniers tours de la course, Gilles Villeneuve et René Arnoux se sont livrés l'une des plus belles batailles de l'histoire de la Formule 1. Les deux pilotes étaient très proches, il y avait donc un respect mutuel entre les deux qui a permis à cette bataille d'exister. En description, je vous mets un lien vers un reportage où René Arnoux explique la bataille à Jacques Villeneuve. On va également parler d'un autre événement marquant lors de cette saison, le Grand Prix des Pays-Bas. Lors de cette course, Gilles Villeneuve est victime d'une crevaison. Au lieu de s'arrêter sagement sur le bord en accusant le coup, il préfère tout faire pour rentrer au stand. Il termine donc son tour avec une voiture à 3 roues complètement déséquilibrée. Il faudra que les mécaniciens réussissent à convaincre Gilles Villeneuve de ne pas repartir car le pneu crevé avait cassé la suspension arrière. Cela montre bien à quel point Gilles Villeneuve était d'une détermination sans faille. Au total, lors de cette fin de saison 1979, Gilles Villeneuve aura remporté 3 courses. À la fin de la saison, Ferrari est sacré champion du monde, pilote et constructeur, et aimerait bien que pour 1980, ce soit Gilles Villeneuve qui remporte le titre pilote. Pour cela, il nous pondent la Ferrari F312 T5, et cette voiture, elle est explosée. Villeneuve réussit quand même à remarquer 6 points, une performance minable comparée à ses autres saisons. C'est toujours mieux que son coéquipier Scheckter qui, démotivé, annoncera rapidement son départ à la retraite et qui connaîtra même le déshonneur d'une non-qualification avec Ferrari. Bon, pour 1980, ils ne peuvent que faire mieux. En parlant de faire mieux, je m'incruste juste ici pour te rappeler que tu peux t'abonner, liker la vidéo et surtout me dire dans les commentaires comment moi je pourrais m'améliorer pour la prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on reprend l'histoire. Pour 1981, Ferrari annonce son line-up Villeneuve, Pironi. Suite à la performance de 1980, Ferrari décide pour 1981 de changer d'unité de puissance en se basant sur le moteur turbo de Renault. Ils ont énormément travaillé sur le moteur, ce qui fait qu'il est d'une puissance redoutable, mais ils ont un peu délaissé la partie châssis. Du coup, on a un super moteur dans un châssis pas foufou. Et le début de saison, il est catastrophique. Notre Gilles Villeneuve va décider de remettre les pendules à l'heure à un circuit où personne ne l'attendait, Monaco. On ne sait pas comment, mais le Canadien a réussi à repousser les barrières de la piste pour offrir une 5e victoire à son compteur. D'ailleurs, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée? 3 semaines plus tard, la F1 se retrouve en Espagne sur le nouveau tracé de Jarma. Et c'est notre Français Jacques Laffite qui va faire la pole position. Gilles Villeneuve part de la P7. Bon, je vais pas vous faire un dessin, il remporte la course. Mais il a réalisé quelque chose de spécial ce jour-là. En effet, le pilote Ferrari est à l'origine d'un bouchon digne du périphérique de Paris à 17 h. Lorsque les 5 premiers pilotes franchissent la ligne d'arrivée, ils se tiennent en 1,3 secondes. Jacques Laffite, second ce jour-là, franchira la ligne seulement 0,211 secondes après Gilles Villeneuve. Lors de cette saison, on notera un autre fait d'armes de Gilles Villeneuve, une pole position lors du Grand Prix de Saint-Marin. Cependant, la saison reste moyenne, il finit à la P5 du championnat avec seulement 34 points. Je rappelle qu'à l'époque, on ne notait pas les points de la même façon. Pour 1981, le barème des points s'effectue selon la notation suivante, 9, 6, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, entrons avec tristesse dans la saison 1982. Évidemment que pour une vidéo sur Gilles Villeneuve, on est obligé de parler du Grand Prix de Belgique 1982, Grand Prix que l'on appelle aujourd'hui le drame de Zolder. Mais avant d'en arriver là, il faut que l'on se replonge en début de saison, car tous les événements qui mènent à Zolder découlent des 4 premiers Grands Prix de la saison. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Andrea de Cesaris, c'est maintenant que notre Italien intervient dans l'histoire. Et oui, parce que lors du Grand Prix de Long Beach, notre Italien signe la pole position, la seule de sa carrière.
Bon, notre Gilles Villeneuve, par contre à lui, elle a 7ème position. D'ailleurs, ceux qui ont vu ma vidéo sur Andrea de Cesaris savent qu'il n'a pas fini sur le podium, car il a abandonné, et Gilles Villeneuve a pris sa place sur le podium. Mais Gilles Villeneuve sera, après course, disqualifié parce qu'il avait un aileron arrière non conforme. 3 courses, 0 points, on dirait qu'on parle d'Andrea de Cesaris, mais non, on parle bien d'un pilote officiel Ferrari. Et là arrive le Grand Prix de Saint-Marin, c'est-à-dire le terre-terre de Ferrari. Ils ne peuvent que briller. Didier Pironi et Gilles Villeneuve s'apprêtent à sortir le grand jeu. Et lors des qualifications, les rouges partent en deuxième ligne. P3 pour Villeneuve et P4 pour Pironi. Le déroulé de la course est vraiment intéressant pour comprendre la suite, juste je vais prendre mes notes pour ne pas dire d'erreur. Donc le départ de la course est donné et le poleman René Arnoux domine les débats jusqu'au tour 43 avant d'abandonner. Vu que la course comporte 60 tours, il en reste donc 17 à couvrir et c'est Gilles Villeneuve qui prend le lead de cette course. À ce moment de la course, les deux pilotes Ferrari sont aux deux premières positions et se préparent à se batailler pour savoir qui va remporter la course à Saint-Marin. Au tour 46, Pironi prend la tête de la course. 3 tours plus tard, Gilles Villeneuve lui répond et reprend la tête de la course. À ce moment, Ferrari montre aux deux pilotes le panneau slow. Naturellement, Gilles Villeneuve se dit « Ah mais ils veulent figer les positions, parfait !» Mais Pironi ne l'entend pas de cette façon. Il veut la victoire, alors il double Villeneuve. Naïvement, Villeneuve pense que Pironi veut offrir du spectacle aux spectateurs. Sauf qu'au tour 58 sur 60, Pironi n'a toujours pas rendu la position. Alors Gilles Villeneuve décide de reprendre le lead de la course au tour 59 afin d'aller s'imposer. Et non, le dernier mot ira à Didier Pironi qui ira s'imposer au Grand Prix de Saint-Marin, volant la victoire de Gilles Villeneuve. Fou de rage, Villeneuve prit la victoire de Pironi comme une trahison de la part de son coéquipier. Lorsque Villeneuve monta sur le podium, il prit son trophée et le champagne et partit du podium sans célébrer le doublé Ferrari auprès des tifosi. Et voilà, maintenant vous avez le contexte de la dernière course de Villeneuve en Formule 1. Attristé par la situation, le Canadien voudra prendre sa revanche 2 semaines plus tard au tristement connu Grand Prix de Belgique 1982. Durant l'intercourse, les médias auront joué un rôle toxique, mettant en avant une sorte de rivalité entre Villeneuve et Pironi. Pour le Grand Prix de Belgique 1982, Gilles Villeneuve est revanchard. Il veut la pole et la victoire. Les deux hommes se battent au chronomètre et Didier Pironi prend un peu d'avance sur Gilles Villeneuve. C'est donc au tour de Gilles Villeneuve de répliquer à Didier Pironi. Il se lance dans un tour rapide et lancé à pleine vitesse, il rattrape la monoplace de Jochen Mass. Il percute par derrière la monoplace de l'Allemand, sa Ferrari part en tonneau. Son corps est éjecté de la monoplace et restera inanimé au bord d'un grillage. Il est transporté à l'hôpital le plus proche et dans la soirée, son décès sera annoncé au monde entier. Un accident très grave aux essais du Grand Prix automobile de Belgique. Le Canadien Villeneuve entre la vie et la mort. Gilles Villeneuve est né le 18 janvier 1950 et est décédé à l'âge de 32 ans le 8 mai 1982. Au cours de sa carrière, Gilles Villeneuve aura gagné 6 courses, réalisé 2 pole positions et il sera monté sur 13 podiums. Suite à cela, son coéquipier Didier Pironi se désengagera de la course pour faire son deuil. Encore aujourd'hui, Gilles Villeneuve reste une légende. Pourtant, il n'a pas gagné de championnat, il a gagné peu de courses, mais son nom reste toujours et encore un symbole de détermination. Lui qui rêvait d'être le premier pilote de Formule 1 canadien à être titré champion du monde de Formule 1 n'y parviendra pas. Son fils Jacques Villeneuve deviendra quant à lui le premier et l'unique champion du monde canadien de Formule 1, réalisant ainsi le rêve de son père. Alors aujourd'hui on peut se demander où repose Gilles Villeneuve. Eh bien sachez que ses cendres reposent actuellement à Monaco et que pour des raisons financières, un cercueil vide a été inhumé à Berthierville, la ville où Gilles Villeneuve a grandi. Après l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés partout dans le monde. Dans un premier temps, quelques semaines après l'annonce de son décès, le circuit de Montréal décide de se renommer le circuit Gilles Villeneuve et l'inscription Salut Gilles est peinte juste au devant de la ligne de départ. En 1988, un musée en son honneur ouvre à Berthierville. Mais au vu du palmarès de la famille Villeneuve, le musée raconte également aujourd'hui l'histoire de Jacques Joseph, le frère de Gilles Villeneuve, mais également l'histoire de Jacques Villeneuve, le fils de Gilles Villeneuve. En 1991, Gilles Villeneuve est introduit au Panthéon des sportifs du Québec. En 1998, une pièce de 50 centimes est frappée à son effigie afin de célébrer les 20 ans de sa victoire à Montréal. En mai 2012, pour commémorer sa mémoire, Ferrari fait rouler Jacques Villeneuve dans la Ferrari 312 T410 de Gilles Villeneuve. Le dernier hommage en date vient du pilote de Formule 1 Charles Leclerc qui, lors du Grand Prix du Canada 2023, a arboré un casque aux couleurs du casque de Gilles Villeneuve. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et me dire dans les commentaires comment je pourrais m'améliorer. Allez, à plus!